Professeur Perron, Christian Perron, un immense merci d'être là. Voilà, je rappelle que vous avez été quand même l'un des premiers à alerter les citoyens que la gestion de cette crise n'était pas forcément la bonne. Moi, j'avais lu votre livre en juin 2020 et j'avais été bouleversé par toutes les informations et surtout bouleversé de l'indifférence totale de la presse. Comment vous analysez un petit peu ce silence de la presse concernant quand même des faits historiques et concernant une gestion de crise qui, comme vous l'avez rappelé dans vos deux livres, a été faite à l'encontre du bon sens. Bonjour Pierre, merci pour cet échange. Euh, Moi, la presse, moi, j'avais plutôt une bonne opinion de la presse et des journalistes parce que ça, depuis que j'étais même jeune assistant, après, pendant toute ma carrière, surtout après quand j'ai travaillé à mi-temps pour le ministère de la Santé, j'étais sollicité en permanence par les médias, les journaux, toutes les grandes télés. Dès qu'il y avait un événement un petit peu infectiologique ou une épidémie ou une crise sanitaire, souvent on faisait appel à moi parce que à l'époque, on pensait que j'avais un certain bon sens et que j'exposais les choses clairement. Donc, au début de l'épidémie, dès le mois de mars 2020, j'ai vu que la gestion politique était totalement à l'ouest, hein, que ça n'allait pas dans le bon sens. Mais je pensais que les journalistes, quand même, allaient avoir un petit peu de recul, parce que pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui vérifie l'information. Moi, quand j'étais petit, il y avait quand même encore des grands journalistes d'investigation. Je regardais encore à la télé à cette époque, il y avait vraiment des bonnes émissions où les journalistes étaient indépendants, vérifiaient les sources. Et là, je me suis rendu compte que les journalistes ne vérifiaient rien du tout, qui répétaient comme des perroquets ce que le ministre de la Santé leur disait de dire, ou le président de la République, ou divers lobbies. Et ce qui m'a énormément choqué, c'est de voir, alors peut-être via les grandes agences de recueil des infos, comme l'agence France Presse, Reuters, Associated Press, c'est que une information totalement bidon, non vérifiée, était balancée par une de ces agences sur les médias mondiaux. Et dans le quart d'heure qui suivait, toutes les grandes télévisions balançaient cette info avec les mêmes éléments de langage dans la France entière et dans le monde entier. Et là, je me suis dit, là il y a un problème, c'est-à-dire qu'on est en train de manipuler tous les médias. Donc ça, je me suis rendu compte très, très vite, ça m'a choqué. À l'époque, j'étais encore invité dans les médias, même si probablement ils se faisaient un petit peu tirer les bretelles d'inviter quelqu'un comme moi. Et après, ce qui m'a énormément choqué, c'est les subventions totalement indécentes qu'Emmanuel Macron a données aux médias principaux. C'est lui-même qui l'a dit, hein, la première subvention, c'était 666 millions d'euros. C'était, je crois, à l'automne 2020. Alors, 666, c'est un chiffre quand même pour ceux qui sont un peu conscients des choses, n'est pas anodin. Il a refait une deuxième enveloppe et la troisième enveloppe, c'était pour les vœux du Nouvel An là, en janvier dernier, où il a félicité ces médias de combattre les fausses nouvelles, d'être très efficaces pour véhiculer la parole macronienne. Et il leur a donné une troisième rallonge. Et au total, comme ça, en un an et demi, il a donné 3 milliards d'euros aux médias. En plus des... On sait que déjà les médias principaux reçoivent des subventions très importantes du gouvernement chaque année pour l'aide aux médias, à la presse, etc. Bon, d'accord. Plus des fondations privées comme celle de Bill Gates qui donne des millions d'euros à certains médias qu'on connaît. Et là, donner 3 milliards. Alors, soi-disant, notre cher président disait il n'a plus un sou pour les infirmières, il n'a plus un sou pour les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 3 milliards d'euros, sans compter les milliards qu'ils ont dilapidés en vaccins, en faux tests, etc. On aurait pu construire plusieurs hôpitaux, financer des infirmières pendant des années. Donc là, je me suis dit, c'est indécent. C'est-à-dire que les journalistes sont achetés, ils sont couchés, et je pense qu'un jour, il va falloir faire le ménage, car pour moi, les médias ont autant de responsabilités que les politiciens, que les soi-disant experts qui nous ont raconté des mensonges à propos de ce coronavirus et des autres crises qui sont venues après. Et s'il n'y avait pas eu tous ces médias pour désinformer, faire peur aux gens tous les jours, l'épidémie serait terminée. Je ne dis pas que le virus ne serait plus là, qu'il n'y aurait pas encore des cas, mais l'épidémie de peur, l'épidémie de folie totale n'aurait pas existé ou serait là vraiment terminée depuis longtemps. Donc, je pense que là, les médias auront à rendre compte devant l'histoire d'une responsabilité majeure.
Que pensez-vous donc de cette initiative? Il y a beaucoup de personnes qui veulent créer leurs propres médias, mais de créer justement la base de l'information, donc Citizen Light, donc d'essayer d'aller vraiment à la source de l'information. Parce qu'aujourd'hui, pour tous les journalistes de radio ou de télévision, il n'y a qu'une seule source, c'est l'AFP, ou Reuters ou la société de presse. C'est ce qui explique que voilà, une dépêche qui a été reprise par tout le monde, d'un seul sens, sans jamais rien vérifier. Pas un journaliste de télévision ni de radio ne vérifie une dépêche d'AFP. Aujourd'hui, être journaliste de télé ou de radio, il faut juste savoir lire, c'est tout. Donc, il y a aucune enquête, c'est quasiment pas du journalisme, c'est juste voilà, c'est de l'animation. Donc, que pensez-vous de cette initiative d'aller justement à la source et de demander à tous les citoyens, si vous avez une information que vous estimez utile, constructive, bah, de nous la donner et que ce soit des journalistes qui ont quand même un peu de métier, qui vont se mettre au service du citoyen. Cette initiative est excellente. Et juste avant de poursuivre sur ce point de vue, je voudrais juste dire, parce que je repense à la centralisation de l'info par les agences comme l'AFP, il y a aussi la centralisation des décisions par des cabinets de conseil comme McKinsey. On a vu que les gouvernements, dans tous les pays du monde, qui étaient souvent d'ailleurs les pays les plus riches et occidentalisés, prenaient quasiment la même décision le même jour en Autriche, en Australie, au Canada et en France. Ce n'est pas par hasard. Tout ça, c'était des mesures qui avaient été réfléchies par des conseillers grassement payés par les gouvernements. Et je ne suis pas complotiste. Le Sénat a quand même fait un rapport assez virulent pour attaquer le gouvernement qui a dépensé des sommes colossales pour payer ses cabinets de conseil. Donc voilà, ça montre cette globalisation à la fois de l'information et de la décision, où la France finalement est un petit pion. Macron, c'est une marionnette qui fait ce qu'on lui dit de faire. Alors pour revenir à ces initiatives, dont la vôtre, que je salue, de créer des agences pouvant générer de l'information, à mon avis, c'est capital, parce qu'on voit que les 3 grandes agences mondiales sont totalement aux ordres de lobby et qu'elles ne font plus leur boulot. Il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de sain et de citoyen. C'est pour ça que, parce que je sais que vous allez appeler votre agence Citizen Light, le citoyen doit être mis au cœur de l'action. Et si un citoyen n'a pas connaissance d'un fait, il peut le faire remonter. Après, il faut quand même vérifier que ce ne soient pas des informations farfelues. Mais je trouve cette initiative excellente et de créer de l'indépendance dans l'information. Et ça pourra nourrir les médias. Peut-être que les médias corrompus ne vont pas la suivre au début, mais il y a tellement de médias alternatifs maintenant qui font beaucoup plus d'audience que les médias corrompus que ça forcément sera un impact. Christian, avant de vous remercier, je veux juste vous faire réagir un petit peu sur les propos récents qui ont dû vous faire sourire de M. Delfrécy sur le conseil scientifique. Vous savez, vous l'avez entendu en disant bah, peut-être que oui, le conseil scientifique n'était pas vraiment indépendant. Enfin, maintenant, on a l'impression que ça va être l'heure du retournement de veste. On va vivre une période quand même assez fabuleuse, aussi bien dans les médias que chez ces scientifiques qui aujourd'hui commencent à se laver les mains, mais sans savon. Jean-François Delfrécy, moi, je l'ai connu quand il était interne en 1978, donc j'ai même travaillé avec lui sur le sida. Il était directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, donc c'est quelqu'un que je connais bien, qui est intelligent. Et moi, j'étais très choqué par toutes ces décisions qui étaient à chaque fois extrémistes pour confiner les gens, pour les masques, pour vacciner tout le monde, faire des tests PCR à tour de bras qui n'avaient aucun sens et qui étaient faussement positifs pour créer des fausses vagues épidémiques. Moi, je n'ai pas reconnu le Delfrécy que j'avais connu, qui était un médecin qui à l'époque, me paraissait droit, sincère et compétent. Alors maintenant, il a dit, oui, mais on n'avait pas conscience de tout ça, on a subi des pressions des politiciens, on a subi les pressions des médias. Bon, Delfrécy, c'est quelqu'un d'intelligent qui est un grand garçon, il est capable quand même de résister à des pressions si l'évidence scientifique est face à lui ou si l'éthique aussi de jouer un rôle majeur dans cette affaire. Alors maintenant, on voit bien que tout ce petit monde commence à retourner sa veste parce qu'il commence à avoir peur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avoir obligé un vaccin, un pseudo-vaccin, parce que maintenant il a reconnu lui-même que ce n'était pas un vaccin, qui est en phase expérimentale, c'est contraire au traité de Nuremberg, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. Donc, ils savent tous qu'ils vont passer un jour devant les tribunaux.
Donc, commencer à dire, ah oui, je n'étais pas au courant, j'ai subi des pressions. Alors, moi, franchement, j'étais sidéré quand il a été interviewé en quittant son poste parce qu'il était démis de ses fonctions de président du conseil scientifique à l'Élysée. Il a dit, ben, finalement, le bilan de notre action, c'est zéro. Tout ce qu'on a fait n'a pas marché. Ce candidat vaccin qu'on a choisi, ce n'était pas le bon. Il n'a eu aucun effet sur la transmission, aucun effet pour protéger les malades. C'est Delfrécy qui l'a dit, ce n'est pas le complotiste Perron, c'est Delfrécy en personne qui l'a dit publiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il a avoué, et puis il a même dit on aurait dû quand même ne pas faire des restrictions sur la population, demander l'avis des gens et ne pas leur imposer des contraintes et des restrictions de liberté. C'est Delfrécy qui l'a dit publiquement. Donc, de qui se moque-t-on aujourd'hui? Alors maintenant, la nouvelle présidente, il se trouve que c'est le professeur Brigitte Autran, que je connais, pour qui j'avais beaucoup d'estime aussi, qui est une spécialiste des vaccins, avec qui j'ai travaillé. J'ai d'ailleurs créé avec elle un réseau pour la recherche en vaccination qui s'appelait Corevac, dont j'ai démissionné il y a quelques années pour des raisons diverses. Mais j'arrive pas. Et la première déclaration de Brigitte Autran, c'était de dire les Français ne sont pas assez vaccinés, alors que son prédécesseur venait de dire que le vaccin ne marchait pas. Non, mais c'est pire que ça. Elle a dit dernièrement. Ouais, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule, quoi. Non, mais surtout, c'est bien de parler de Brigitte Autran. J'ai lu de sources sûres qu'elle a dit qu'il est quasi certain qu'il y aura une vague à l'automne. Ça y est, on recommence avec la boule de cristal. C'est juste hallucinant. Comment on peut dire ça de la part d'un scientifique? Il y a quelques semaines, c'était juste avant les vacances, il y a un scientifique français, je ne sais plus lequel, qui avait annoncé qu'il allait avoir encore une hécatombe avec plein de morts, avec le nouveau variant qui arrivait pour l'été. Finalement, il n'y a rien passé parce qu'on sait que ces variants sont toujours de plus en plus bénins. Bien sûr, tous ces gens-là sont là pour vous faire peur parce qu'ils ont quand même commandé avec l'Union européenne des milliards de doses de vaccins dans des doses pédiatriques. Ils voudraient, je pense qu'ils n'y arriveront pas, à inoculer tous les enfants, ce qui est un immense scandale parce que les enfants font des formes tout à fait bénignes quand ils font la maladie, sinon ils s'immunisent tout seuls. Il n'y a pratiquement pas de forme grave. Avec le premier virus, la première année, il y a eu quelques morts qui se comptaient sur les doigts d'une main, puis avec les variants actuels qui sont très bénins, il n'y a plus du tout de mort chez l'enfant. Et les enfants ne contaminent pas les grands-parents parce qu'ils s'immunisent. Donc, vouloir leur imposer cette inoculation, pour moi, c'est criminel. Il faudra que les gens qui prennent ces décisions rendent un jour des comptes devant la justice parce qu'il va y avoir des accidents. C'est déjà qu'il y a des enfants dans les pays qui ont commencé à vacciner où il y a des morts, où il y a des accidents cardiaques très graves chez des gamins très jeunes, sans compter les adolescents et les adultes plus jeunes, dans les sportifs, dont le nombre de victimes est absolument colossal maintenant. Une dernière information, je crois qu'il vient du CSI, le Conseil supérieur indépendant, scientifique indépendant. Il y aurait, depuis la vaccination, 40% de surmortalité, toute mortalité confondue. Vous confirmez ça? Je n'ai pas vérifié les données. J'ai vu beaucoup de choses qui passaient sur une augmentation récente de la mortalité dans tous les pays qui ont vacciné. C'est tout à fait plausible. Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, normalement, on dit souvent il n'y a que 10% des effets secondaires qui sont rapportés. Là, à mon avis, il n'y a même pas 1%, parce que quand quelqu'un meurt d'un infarctus du myocarde, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une thrombose, on dit le médecin dit non, ça n'a aucun rapport avec le vaccin et refuse de faire une déclaration d'effets secondaires. Donc, déjà, le nombre d'effets secondaires reconnus par l'Agence du médicament est déjà colossal. Il ne faut pas oublier que rien que sur ce pseudo-vaccin Covid, il y a un pic de déclaration d'effets secondaires graves et de morts qui est absolument énorme et qui est bien plus élevé que toutes les déclarations d'effets secondaires de vaccins pendant 20 ans. Ça veut bien dire que ce n'est pas juste une coïncidence chez quelques cas où une personne âgée a fait un infarctus après la vaccination, que c'est juste une coïncidence temporelle. C'est impossible parce que le pic est tellement gigantesque que c'est obligé qu'il y ait un lien. Et puis, il n'y a pas que les morts sur le coup, il y a les morts à petit feu. Tous les cancérologues du monde commencent à dire, et les radiologues qui font des scanners pour investiguer les cancers disent qu'il y a une explosion du nombre de cas de cancer. La stérilité chez les jeunes, déjà les troubles des règles, etc., mais vraisemblablement la stérilité. Et moi, ce qui commence à m'alarmer, c'est que déjà, il y a quelques mois, le ministère de la Santé avait mis en garde, attention, il va y avoir une épidémie de stérilité en France, mais ça va être dû au Covid et pas au vaccin, bien sûr, au pseudo-vaccin. Attention, il va y avoir une baisse d'immunité
une sorte de sida. Le sida va revenir, mais ça sera dû, parce qu'on sait maintenant, il y a des données qui montrent que le pseudo-vaccin diminue les défenses immunitaires. Ouais. Ce ne sera pas dû au vaccin, mais ce sera dû au relâchement sexuel des jeunes. Et là, alors tout récemment, il y a quelques jours, j'ai vu les positions d'un expert qui m'a abasourdi en disant on commence à avoir une chute de la fertilité du sperme masculin. Alors, pour ne pas dire que c'est dû au pseudo-vaccin, ils disent ah ben, c'est dû à la modification du microbiote du sperme. Alors, comme le sperme, a priori, est stérile parce qu'il sort de la glande séminale, il peut y avoir quelques bactéries quand il sort. On rentre encore dans un plein délire mensonger pour nous faire avaler des pseudo-explications scientifiques d'effets secondaires qui, en fait, seront totalement liés à ces pseudo-vaccins expérimentaux. D'où l'importance vraiment de recréer une information solide, une information juste. Moi, j'aime bien ce mot juste, et surtout une information utile, constructive. C'est vraiment le but de Citizen Light, c'est de redonner de la confiance en l'information, c'est de retrouver, voilà, et puis d'avoir en même temps une information voilà, qui nous donne envie d'agir. Ça, j'y tiens beaucoup, et je tiens à dire à toutes les personnes qui nous envoient des informations juste incroyables, on les remercie énormément. Pour l'instant, on n'a pas les moyens ni la structure pour y répondre, mais en tout cas, on sent qu'il y a un vrai intérêt. Donc, continuez de nous envoyer ces informations. On les traitera, peut-être pas la semaine prochaine ni dans un mois, mais on va les traiter. Et je rappelle que Citizen Light, ce n'est pas seulement la santé, c'est tous les domaines de la vie de société. C'est la politique, c'est aussi l'environnement, c'est le sport, c'est la culture. Voilà, c'est toutes les vraiment, c'est comme une vraie agence de presse internationale avec toutes les rubriques voilà, qui sont afférentes à cette agence. En tout cas, un immense merci, professeur Perron. J'espère vraiment que vous serez un fidèle de Citizen Light, qu'on fera appel à vous justement pour un petit peu vérifier et vérifier toutes les informations qu'on va recevoir. Immense merci pour tout le travail que vous avez fait, pour avoir été le premier lanceur d'alerte. En tout cas, moi, c'est votre livre, vous le savez, qui a été un déclencheur, qui a fait que j'ai tout arrêté pour essayer d'aller rencontrer des gens qui avaient peut-être une idée différente d'envisager cette crise. Et merci encore d'avoir été là. Vraiment, merci du fond du cœur. Bonne continuation et au plaisir de se retrouver sur Citizen Light. Christian Perron, merci pour tout. Merci beaucoup, Pierre, et bravo pour votre initiative de créer cette nouvelle agence. Et pour moi, ce qui est fondamental dans le journalisme, même si la vérité n'est pas forcément évidente du premier coup, au moins de donner la parole à des personnes qui ont des avis divergents. Or là, on a vu une censure terrible sur les médias principaux, mais aussi sur les réseaux sociaux. Tout ce qui allait contre le message dominant du gouvernement était éradiqué ou traîné dans la boue. Donc, bravo pour cette belle agence Citizen Light. Donc, c'est la lumière des citoyens qui va nous éclairer. La lumière citoyenne. Et j'en profite aussi pour dire que cette agence va être aussi un lieu de débat. C'est-à-dire que moi, je vais inviter tous mes confrères qui nous ont massacrés à venir débattre en direct. Donc, il n'y aura pas comme ça des coupes. Voilà, donc on va lancer les invitations. J'ai déjà pas mal de noms en tête et ça risque d'être très, très intéressant. En tout cas, pour la démocratie et voilà, pour les êtres humains que nous sommes tous des locataires de cette terre qui est juste magnifique. Et ben voilà, soyons fidèles à la vérité, essayons surtout d'être des vrais chercheurs de vérité pour essayer de mieux de comprendre le monde dans lequel on est entré depuis 2 ans et demi. Un immense merci, Christian Perron, et belle continuation. À bientôt.